Le stylo me paraissait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être, comme s'il pesait plus que du plastique et de l'encre, comme s'il pesait environ 2,5 millions de dollars. Ma main tremblait au-dessus du papier, tandis que Daniel se tenait derrière moi, les deux mains sur mes épaules. « Signe, Elisa », murmura-t-il doucement, les lèvres près de mon oreille. « C'est une simple formalité. » Une simple formalité. C'est ainsi qu'il avait appelé ça lorsqu'il m'avait demandé de lui confier le collier de perles de ma grand-mère pour le mettre en sécurité. C'est ainsi qu'il avait appelé ça lorsqu'il m'avait convaincu de transférer mon héritage sur un compte joint. Et maintenant, c'est ainsi qu'il appelait ça. Un document intitulé « Transfert de propriété ». Mon Pentouse. Celui que mes parents m'ont laissé. Celui qui donne sur Lakeshore Drive. Celui dont j'avais rêvé enfant, quand je partageais encore ma chambre avec ma sœur. Je levai les yeux vers lui. Daniel sourit. Ce même sourire calme et rassurant qui m'avait fait tomber amoureuse de lui 6 ans plus tôt. Ce même sourire qui, maintenant, me nouait l'estomac. Pourquoi est-il écrit « permanent » ? J'ai demandé doucement. Il a ri doucement. Chérie, c'est du jargon juridique. Tu sais comment sont les avocats quand ils sont assis autour d'une table. Sa mère, Marianne, a claqué la langue avec impatience. Franchement, Elisa, si tu ne fais pas confiance à ton propre mari, pourquoi l'as-tu épousé? Sa sœur, Vanessa, a souri en coin en faisant défiler son téléphone. Ça fait 1 heure qu'on est assis là. Certains d'entre nous ont une vie, en fait. J'ai dégluti. La pièce sentait le café cher et le désodorisant aux agrumes. Trop propre, trop aseptisé, comme un hôpital ou une scène de crime. Daniel m'a serré les épaules doucement. Tu as dit que tu voulais qu'on construise un avenir ensemble. Voilà comment on fait. J'ai de nouveau fixé le papier, mon nom, ma signature, et en dessous, en plus petit, tous mes biens présents et futurs légués à Daniel Whitmore. Mon cœur a fait un bond. Daniel, il y a aussi mes objets de famille. Son sourire s'est figé un instant, puis il a ri. Oh mon Dieu, Elisa, tu te fais encore des idées. Tu te prends trop la tête. C'est ce qu'il a dit quand je lui ai demandé pourquoi sa mère avait soudainement les clés de mon Pentouse. C'est ce qu'il a dit quand j'ai remarqué un manque d'argent sur notre compte. C'est ce qu'il a dit quand j'ai surpris Vanessa avec les boucles d'oreilles en émeraude de ma défunte mère. De toute façon, tu n'as pas besoin de toutes ces vieilles choses, a dit Marianne en agitant sa main manucurée. On regroupe juste les biens de la famille. Les biens de la famille. Mes parents étaient morts dans un accident de voiture 3 ans avant que je rencontre Daniel. Tout ce qui me restait d'eux était dans cet appartement. Les meubles, les œuvres d'art, les bijoux, les souvenirs. Daniel s'est penché et m'a embrassé sur la joue. Je te promets que rien ne changera. C'est toujours à toi. Ça simplifie juste les impôts et les démarches administratives. Les démarches administratives. J'ai expiré lentement. Mon thérapeute m'avait dit un jour que lorsqu'on a un mauvais pressentiment, c'est généralement le cas. Mais Daniel était mon mari et je l'aimais. Alors, j'ai signé. Le stylo a crissé sur le papier. Et d'un coup, ma vie entière a cessé de m'appartenir. Tout a commencé 2 ans plus tôt, lorsque Daniel est entré dans ma vie lors d'un gala de charité, vêtu d'un costume bleu marine et arborant un sourire charmant. Il avait renversé du champagne sur ma robe, s'était excusé 1000 fois et m'en avait offert une autre. Nous avons dansé toute la nuit. Il m'a dit qu'il travaillait dans la finance. Je lui ai dit que j'étais décoratrice d'intérieur. Il a dit que j'avais une aura de vieille fortune. J'ai pris cela comme un compliment. Il m'offrait des fleurs, cuisinait pour moi, m'écoutait pleurer en parlant de mes parents, me tenait la main quand je lui évoquais le Pentouse que je n'arrivais pas à me résoudre à vendre. « Tu es si forte », m'a-t-il dit un jour. « Mais tu ne devrais pas avoir à tout porter seule. » Je pensais avoir trouvé mon havre de paix. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. C'est alors que tout a commencé à changer, lentement mais sûrement. Au début, c'était imperceptible. Daniel a proposé que nous emménagions temporairement dans mon Pentouse le temps qu'il vende son appartement. Sa mère a commencé à venir plus souvent, puis à rester dormir, puis à refaire la décoration. Vanessa a déménagé entre 2 emplois. Mes meubles ont été remplacés. Mes tableaux ont été décrochés. Le piano de ma mère a disparu. Oh, on l'a mis en garde-meuble, dit Daniel d'un ton désinvolte. Ça prenait de la place.
C'est la première fois que je me suis aperçu qu'il manquait de l'argent, ajouta-t-il en riant. Compte joint, tu te souviens? C'est notre argent maintenant. Quand j'ai demandé pourquoi sa mère avait mes bijoux, Marianne a souri. J'avais peur qu'on me les vole. Tu habites en ville. La ville où j'ai vécu toute ma vie. J'ai commencé à me sentir comme une invitée chez moi. Mais chaque fois que je prenais la parole, Daniel me faisait culpabiliser. Tu es paranoïaque. Tu es stressé. Tu ne me fais pas confiance. Alors, j'ai arrêté de poser des questions jusqu'au rendez-vous chez l'avocat. Le bureau était au 40e étage. Murs de verre, meubles blancs. Tout respirait le luxe. L'avocat de Daniel, Maître Carter, a fait glisser le document sur la table. Accord standard de consolidation d'actifs, a-t-il dit. J'ai eu un mauvais pressentiment. Pourquoi avons-nous besoin de ça? Ai-je demandé. Daniel lui a souri. Elle a juste besoin d'être rassurée. Maître Carter m'a regardé. Eh bien, Madame Whitmore, comme vos actifs dépassent largement ceux de votre mari, cela protège la famille en cas de litige. Des litiges? J'ai regardé Daniel. Quel litige? Il a ri. Chérie, c'est juste une précaution. Vanessa soupira bruyamment. Voilà pourquoi les filles riches ne devraient pas épouser des gens de familles ordinaires. Quel drame! Marianne se pencha en avant. Tu as de la chance qu'on t'inclue dans le projet. La plupart des femmes seraient reconnaissantes que leur mari prenne soin de tout. Prendre soin de tout. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti un véritable frisson. Mais j'ai quand même signé, car je ne voulais pas être la femme difficile. Je ne voulais pas le perdre. Je ne voulais pas croire que j'avais fait une erreur. 3 semaines plus tard, je suis rentrée plus tôt que prévu. Le Penthouse était vide. Pas seulement silencieux, vide. Les murs étaient nus. Les meubles avaient disparu. Le tableau aussi. Même la photo de mariage de mes parents avait disparu. Ma valise, mes vêtements, mon ordinateur portable, tout. Je suis restée plantée au milieu du salon, mes talons résonnant sur le sol en marbre. Mon téléphone vibra. Daniel, on a besoin d'espace. J'ai mis tes affaires au garde-meuble. Va dormir chez une amie quelque temps. J'avais le souffle coupé. Je l'ai rappelé directement et je suis tombée sur sa messagerie. J'ai appelé Marianne. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Oh, Elisa, je voulais te dire qu'on fait des travaux. Des travaux qui vont bouleverser ma vie. Où sont mes affaires? Ai-je murmuré. Elle a ri doucement. Tu as signé la cession, ma chérie. Techniquement, elles appartiennent à Daniel maintenant. Mon cœur s'est serré. Ce n'est pas ce que j'avais accepté. Oh, ma puce, a-t-elle dit doucement. Tu as accepté exactement ça. La communication a été coupée. J'ai passé la nuit sur le canapé de ma meilleure amie Talia, à pleurer, à trembler, à relire le document encore et encore. Chaque clause, chaque mot. C'était du béton. J'avais tout cédé. Le Penthouse, les objets de famille, même les biens futurs. Je me sentais stupide, naïve, comme si j'étais tombée dans un piège en toute connaissance de cause. Le lendemain, je suis allée au bureau de Daniel. La sécurité m'a arrêtée dans le hall. Vous n'êtes pas sur la liste. J'ai rappelé. Pas de réponse. Vanessa a publié une story ce soir-là. Elle était dans mon Penthouse, un verre de vin à la main, portant mes boucles d'oreilles en émeraude. Légende, amélioration de la famille. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Pas de façon dramatique, mais d'une façon silencieuse et froide, comme du verre qui se fissure. Je n'ai plus pleuré. Je n'ai plus crié. Je suis simplement restée assise là, à fixer l'écran. Et pour la première fois, je me suis dit, ils ont tout manigancé. Chaque compliment, chaque « je t'aime », chaque parole rassurante. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la stratégie. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de l'avocat de Daniel. Madame Whitmore, nous devons discuter d'un détail concernant le transfert. J'ai ri amèrement. Quoi encore? Vous avez oublié de prendre mon âme, aussi? Il y a eu un silence. Puis il s'est raclé la gorge. Il y a une complication concernant la validité de l'accord. Mon cœur a fait un bond.
Quel genre de complications? Eh bien, il a hésité. Un autre avocat a examiné le document. Un autre avocat. Mon pouce est emballé. Et, il pense que vous n'aviez peut-être pas la capacité juridique de signer. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Que voulez-vous dire? Il a expiré lentement. Il semblerait que la mère de votre mari était présente lors de la signature. Oui. Et votre mari a omis de divulguer des informations importantes concernant ses dettes. Mes mains se sont mises à trembler. Donc, si cela est prouvé, le contrat pourrait être considéré comme coercitif. Coercitif? Le mot résonnait dans ma tête. Qui est l'autre avocat? Il murmura. Il y eut un autre silence. Puis il dit, le nom. Un frisson me parcourut l'échine. L'avocat qui examinait mon dossier n'avait pas été engagé par moi, ni par Daniel. Il avait été engagé par quelqu'un qui observait discrètement, quelqu'un qui connaissait mes parents, quelqu'un qui avait accès à tous les détails financiers, quelqu'un que Daniel n'aurait jamais imaginé voir impliqué. Et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas fini. Loin de là. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, pas une minute. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le sourire de Daniel. Ce sourire calme et aimant qui, à présent, me semblait un masque cousu sur le visage d'un inconnu. Les mots de l'avocat résonnaient sans cesse dans ma tête. Vous n'étiez peut-être pas en état de signer. Coercition. Omission de divulguer. Assise sur le canapé de Thalia, un oreiller serré contre ma poitrine, je fixais la fenêtre obscure comme si elle pouvait me révéler des réponses. À 3h12, mon téléphone vibra. Numéro inconnu. J'hésitai. Puis je répondis. Allô? Une voix masculine grave et assurée résonna au bout du fil. Elisa, ici Richard Haye. Ce nom me frappa comme un coup de poing en plein cœur. Richard Haye, l'ancien associé de mon père, celui qui m'offrait des cadeaux d'anniversaire quand j'avais 10 ans, celui qui avait aidé mes parents à constituer mon fonds de fiducie avant leur décès. Je me souviens de vous, murmurai-je. Je sais, répondit-il doucement. Et je suis vraiment désolé d'avoir mis autant de temps à vous appeler. Ma gorge se serra. Vous êtes l'avocat, n'est-ce pas? Oui. Et Daniel ignore toute mon implication. Je sentis quelque chose changer en moi. Pas de l'espoir, pas encore, mais quelque chose de plus aigu, d'éveillé. Pourquoi m'aidez-vous? Demandai-je. Il y eut un silence. Puis il dit doucement. Parce que vos parents m'ont demandé de vous protéger si jamais quelque chose tournait mal. Mes yeux brûlaient. Ils m'ont fait une confiance absolue, poursuivit-il. Et ce que votre mari a fait n'est pas seulement immoral, c'est illégal. Mes doigts se crispèrent sur l'oreiller. Mais j'ai signé, dis-je. J'ai tout signé. Vous avez signé sous de faux prétextes, répliqua Richard. Et j'en ai la preuve. Mon cœur s'emballa. Quelle preuve? Daniel a près de 2 millions de dollars de dettes, dit-il calmement. Des prêts cachés, des comptes de jeu, une plainte en cours contre un ancien associé qui l'a escroqué. J'en ai eu la nausée. Il vous a épousé parce que vous étiez solvable, poursuivit Richard. Tes biens étaient son plan de sortie. La pièce me paraissait trop petite, trop chaude. Alors, on fait quoi maintenant? Demandai-je. Il y avait un sourire dans sa voix. On tend un piège. 3 jours plus tard, Daniel m'appela enfin. Sa voix était douce, décontractée. Elisa, il faut qu'on parle. Je ris doucement. Ah, maintenant tu veux parler? Il soupira. Ne sois pas dramatique. J'avais juste besoin de temps pour réfléchir. Le temps d'emménager dans mon Penthouse, de porter mes bijoux et de me sortir de ma propre vie. J'ai parlé à ton avocat, dis-je calmement. Il y eut un silence d'une demi-seconde. Vraiment? Demanda-t-il. Oui. Il a mentionné quelque chose à propos de tes dettes. Silence. Puis Daniel rit. Tu ne devrais pas écouter les avocats. Ils exagèrent. Je souris intérieurement. Bizarre, dis-je, parce qu'il a dit que tes biens pourraient être gelés. Quoi? Sa voix se fit plus aiguë. Oui, apparemment, transférer des biens volés pendant une enquête est un crime. Un long silence pesant s'installa. Puis son ton changea, redevenant doux. Elisa, tu es confuse. Viens au Penthouse.
Parlons-en face à face. J'ai hésité. La voix de Richard résonnait dans ma tête. Il faut qu'ils aient confiance en eux. Alors j'ai dit, d'accord. Le Penthouse avait changé. Mon Penthouse. Il sentait la vanille et le parfum de luxe. Mes meubles avaient disparu, remplacés par des pièces froides et modernes. Le tableau de ma mère n'était plus là, mais mes bijoux, mes souvenirs de famille, étaient exposés dans une vitrine comme des trophées. Daniel se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches. Vanessa était assise sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone. Marianne se versait du vin dans ma carafe en cristal. Ils avaient tous l'air si à l'aise, si sûrs d'eux. « Tiens, qui revoilà ?» lança Vanessa avec un sourire narquois. « La propriétaire d'origine. » Marianne esquissa un sourire. « Tu aurais dû te taire, ma chérie. C'est gênant. » Je suis entré lentement, calme, observant. Daniel s'est approché et m'a touché le bras. « Ne nous disputons pas. On peut trouver un arrangement. » J'ai regardé sa main sur ma peau et, pour la première fois, je n'ai rien ressenti. Ni amour, ni peur. Juste pour être clair. J'ai apporté quelque chose, dis-je. Je sortis un dossier de mon sac. Daniel fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Vos relevés bancaires. Marianne se figea, la gorge serrée. Vanessa leva les yeux. La mâchoire de Daniel se crispa. Vous avez fouillé dans mes affaires. Je souris. Non, ce sont vos créanciers. J'ouvris le dossier et posai les papiers sur la table. Relevé de prêt, acte de procédure, virement, date, montant. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent. Dany, qu'est-ce que c'est? Marianne pâlit. Daniel déglutit. Ce sont des faux, dit-il rapidement. Elle ment. C'est alors que la porte s'ouvrit. Richard entra, accompagné de 2 hommes en costume et d'une femme tenant une mallette. Daniel se gonfla de honte. Richard, murmura-t-il. Que faites-vous ici? Richard sourit poliment, corrigeant une erreur. La femme ouvrit la mallette et en sortit un document. Monsieur Whitmore, vous recevez officiellement une notification de saisie de biens, en attendant une enquête pour fraude, coercition et fausse déclaration financière. Marianne hurla. Vanessa se leva. Qu'est-ce que c'est que ça? Cria-t-elle. Richard se tourna vers eux. Tout ce que vous possédez dans cet appartement appartient à Elisa, y compris les bijoux que vous portez. Vanessa toucha instinctivement ses boucles d'oreilles. 2 hommes s'avancèrent. Madame, veuillez les retirer. Elle se mit à pleurer. Daniel se jeta sur moi. Elisa, s'il te plaît. Je reculai. Non, dis-je calmement. Vous n'avez plus le droit de me toucher. Il regarda autour de lui, affolé. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez tout signé. Richard haussa un sourcil. Elle a signé sous la contrainte, sans divulgation, en présence de témoins qui ont tiré profit de la situation. Le contrat est nul. Marianne s'effondra sur le canapé. Vous nous avez ruinés, murmura-t-elle. Je la regardai. Vous vous êtes ruiné vous-même. Les agents commencèrent à inventorier tout. Mes meubles, mes œuvres d'art, mes bijoux. Daniel tremblait. Elisa, je t'aimais. Je le fixai. Non, tu m'as étudié. Il tomba à genoux. Je n'ai plus rien. Je penchai la tête. Maintenant, tu sais ce que ça fait. 6 mois plus tard, j'étais de retour dans mon Penthouse. Mon vrai. Mes meubles restaurés. Mon piano de nouveau près de la fenêtre. La lumière du soleil inondait le sol. Daniel était accusé de 3 crimes graves. Marianne avait perdu sa maison. Vanessa était retournée vivre avec son ex. Et moi, j'avais changé les serrures, repris mon nom, changé de vie. Un soir, assise sur le balcon, je sirotais un thé en regardant les lumières de la ville. Talia a ri à côté de moi. Ça va. J'ai souri. Oui. Je suis enfin maîtresse de ma vie.